Bonjour à tous et bienvenue dans l'autre direct. Nous sommes en compagnie de Stéphanie Gibaud, lanceuse d'alerte sur le système d'évasion fiscale par la plus grande banque de gestion de fortune au monde, UBS. Bonjour. Bonjour. Vous êtes devenue un peu, malgré vous, porte-parole des lanceurs d'alerte et de la lutte contre l'évasion fiscale. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Aujourd'hui, donc, avec cette loi Sapin qui est passée fin décembre 2016, on en est à comprendre qu'en fait, UBS est en train de négocier avec les magistrats français, avec des magistrats français, une amende. Donc, grâce à cette loi Sapin, sans reconnaissance de culpabilité. Quand même une grande chose. Et qu'en parallèle, donc UBS me traîne, moi, au TGI, tribunal de grande instance, 17e chambre correctionnelle de Paris, le 2 février à 13h30 en diffamation. Donc vous voyez, c'est toujours ce combat de David contre Goliath où en permanence on est obligé, alors qu'on a raison, qu'on a les preuves de ce qu'on dit, d'être traîné devant les tribunaux par une entreprise qui, bien évidemment, a des moyens et qui défend, comme elle le dit, puisque UBS venait de faire un appel à la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'elle estimait que la caution record d'1,1 milliard qu'elle a versée à la justice française était énorme, elle vient d'être déboutée. Et dans son communiqué de presse, elle disait il y a 2 jours, mais nous sommes là pour défendre l'intérêt de nos actionnaires. Voilà. Et moi j'ai tweeté en disant intérêt général, bien commun, tout est dit. Là, on parle du coup de procès Bayon. Enfin, combien il y a eu de procès intentés contre vous par la banque UBS? Vous pouvez savoir à peu près ou... Oui, alors moi, j'en ai pas tant que ça, contrairement à Denis Robert qui, lui, en a eu 60, je crois. Moi, j'ai eu un procès en diffamation en 2010. C'est la première fois de ma vie où j'étais dans un tribunal. C'est un peu ce que racontait tout à l'heure Stéphane Sakébé sur scène pour la soirée boycott, c'est de se retrouver voilà, avec un huissier à la maison, avec une plainte. Et donc j'avais été déboutée de tous les chefs d'accusation qui concernaient donc ce démarchage illicite et cette évasion fiscale en bande organisée. Et là, ce qui est dingue, c'est que finalement, je suis dans une autre juridiction, c'était le tribunal de police en 2010, là c'est TGI, pour exactement les mêmes faits. Vous dites que les banques sont plus puissantes que les États. C'est ce qui explique que les candidats sont finalement si peu nombreux en fait, à se saisir du problème de l'évasion fiscale à juste quelques mois de l'élection présidentielle? Question intéressante. Nous, on est dans nos histoires depuis 2008, donc on y est depuis 9 ans. Et sur presque 1000 élus, Sénat et Assemblée nationale, citez-moi le nom des députés et des sénateurs qui se sont levés pour nous défendre et surtout pour nous aider à nous battre contre cette finance folle. Ils sont, allez, ça tient sur une main. Si je suis gentille, ça tient sur 2 mains, mais on a toujours les mêmes. Le sénateur Éric Bocquet, sénateur communiste, son frère Alain Bocquet. Enfin, ils sont juste 3, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'il y a 1000 milliards d'euros en dehors du pays, que 60 à 80 milliards d'euros quittent le pays par an, et que si cet argent rentrait, bien évidemment, on vivrait dans un monde un peu meilleur pour une école qui soit l'école de la République, pour un meilleur logement, pour voilà, des conditions de vie pour la majorité des citoyens qui soient meilleures. Donc on se dit que s'il n'y a pas cette volonté politique d'aller chercher l'argent là où il est, à qui profite le crime? Et qui sont nos représentants au plus haut niveau? Qui sont nos élites politiques? Sachant qu'il ne faut quand même pas oublier que dans l'affaire UBS, par exemple, il y avait le dossier Cahuzac, par exemple, il y a eu l'affaire Bettencourt, et que, bien évidemment, tout ça, ça arrose un certain nombre d'élus. Donc, on est sur de l'entre-soi, on est sur des mariages incestueux entre des hommes politiques qui nomment... par exemple, à l'AMF, donc le gendarme des banques, à la commission des sanctions, la déontologue d'UBS, alors qu'UBS est déjà mise en examen plusieurs fois. C'est-à-dire qu'en fait, tout est maillé, tout est tissé pour leur carrière, pour leur propre intérêt. Donc, comment leur faire confiance? Parce que vous dites également que... On parlait de mission impossible pour les États de lutter contre cette finance débridée, ou enfin en tout cas
il y a un manque de volonté politique. Mais vous dites aussi que les banques se sont aussi réorganisées et adaptées depuis les scandales et que le jeu, comme au Monopoly, s'est déplacé. Absolument, ça s'est déplacé. Ben, nous, on le sait par notamment des collègues suisses ou des gens qui travaillent dans la finance en Suisse. C'est qu'à partir de 2009, quand il y a eu l'affaire UBS aux États-Unis et que l'affaire Bettencourt est sortie en France, l'argent a été géré à un clic de souris. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez avoir votre chargé d'affaires à Genève ou à Lausanne, mais votre argent est à Jersey, à Singapour, aux Bermudes, l'île Maurice ou ailleurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur TLM. Si vous voulez continuer à suivre cette interview, retrouvez-nous sur lyoncapital.fr. Merci. Donc, on continue sur YouTube. Vous êtes licencié en 2012, mais c'est seulement en 2014 que QBS est mise en examen par la justice française pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. J'imagine que c'est un euphémisme de dire que vous avez trouvé le temps long pendant 2 ans. C'est même pire que ça, hein, puisque moi je dénonce en interne, c'est-à-dire en 2008, ce que je découvre. Après en avoir parlé à toute cette direction de la banque et où rien ne bougeait, et au contraire ça se retournait contre moi, je me suis tournée vers l'inspection du travail qui m'a demandé de porter plainte contre la banque. Donc ma plainte, mon histoire commence en 2008, ma plainte date de 2009. Effectivement, 2012, je sors de la banque très fatiguée. C'est rien de le dire. Et donc, 2014, les premières mises en examen... Non, pas la première mise en examen. En 2014, un juge d'instruction est nommé sur le dossier. Et les premières mises en examen, je crois, commencent en... je ne sais plus, ça doit être 2014 de mémoire. Vous savez, maintenant, au bout de 10 ans, finalement, les années succèdent. Et puis, que les gens soient mis en examen, que la banque le soit, finalement, on n'a pas l'impression que ça bouge de manière très, très lente. Vous avez l'impression d'un sentiment d'impunité un peu qu'il peut y avoir ou pas forcément? Écoutez, sur la scène internationale, il y a quand même un pays tout petit qui est au nord de l'Europe, au milieu de l'Atlantique, qui s'appelle l'Islande. L'Islande, ils sont quand même pas plus intelligents que nous. Les Islandais, ils ont mis leurs banquiers en prison. Est-ce que dans toutes les affaires financières qui ont défrayé la chronique en France ces 10 dernières années, j'en connais au moins 2 à part UBS, les dirigeants sont en prison. Certains ont même menti sous serment au Sénat. Ces gens-là ne sont pas poursuivis par le Sénat, ils sont poursuivis par personne. Donc, tant qu'on est dans cette impunité des banquiers, de cette, comment dire, de cet entre-soi complètement méprisant par rapport à l'intérêt général, par rapport au bien commun, par rapport aux citoyens, on ne s'en sortira pas. Donc, c'est pour ça que je milite, moi, pour que les banquiers aillent en prison, les patrons de banque aillent en prison, que tous ceux qui instiguent ces fraudes et que tous les fraudeurs aient des plaintes pénales. Comment est-ce que vous estimez que M. Cahuzac, ministre des Finances, qui disent à tout le monde qu'il lutte contre la fraude fiscale, qui lui-même a ses comptes chez UBS, si encore ça avait été ailleurs, mais là pour le coup c'est chez UBS, s'en sortent maintenant avec éventuellement 3 ans de prison, sans jamais avoir fait une journée de garde à vue, sans avoir jamais eu les menottes? Il va faire appel de cette décision, il va encore se passer un certain nombre d'années, le pouvoir politique aura changé, et qu'en gros, on va se retrouver avec une pirouette pour M. Cahuzac. Quand vous prenez Mme Lagarde, le sujet est quand même différent, mais elle est coupable de négligence. Et en fait, quelle est la sentence? Vous voyez bien que cette justice à 2 vitesses protège les corrupteurs, les corrompus, et ne protège pas les gens honnêtes, les citoyens. Moi qui n'ai plus de salaire depuis 5 ans, moi qui suis aux minima sociaux depuis l'été 2014. Alors personne ne me croit quand je dis ça, mais si vous voulez, moi je vous sors ma feuille d'impôt, je suis aux minima sociaux depuis l'été 2014. Entre parenthèses, aller élever des enfants, payer un loyer, vous nourrir, vous habiller, avec 400 € par mois, c'est juste impossible, d'accord ? Alors que moi, en plus, j'ai aidé l'État français pendant plus d'1 année sur ce dossier d'évasion fiscale UBS. Et puis que vous aviez un salaire aussi pendant 10 ans, donc un train de moi vie j'ai qui va avec aussi. je suis une vieille dame maintenant, j'ai travaillé 25 ans, donc que je me retrouve sans rien, alors que non seulement j'ai dit la vérité, et qu'en plus j'ai aidé l'État français. Donc en fait, la justice sert qui ? À qui profite ce crime de la justice? Parce que c'est véritablement un crime qu'aujourd'hui UBS puisse aller négocier une amende de 75 millions d'euros alors qu'à un procès elle aurait perdu 10 milliards.
Certains disent oui, mais les procès durent tellement longtemps que finalement, elles pourraient aussi s'en sortir sans être condamnées. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Où est la protection des gens comme moi? Parce que pour mon dossier, j'ai encore eu un courrier de Bercy cette semaine, donc je ne l'invente pas. C'est à chaque fois, mais vous avez passé beaucoup de temps avec nous et on vous en remercie, mais on ne peut rien faire pour vous. Mais qu'est-ce que c'est que ces... Parce que j'en ai un petit peu marre qu'on parle des administrations en permanence, mais on ne nomme pas les gens. Hein, il y a bien quelqu'un qui a signé ce courrier, il y a bien quelqu'un qui a donné instruction pour que ce courrier soit signé et écrit. Donc à chaque fois, la question est la même, à qui profite le crime? Avec tout ce que vous avez traversé, vous avez quand même un peu d'espoir pour l'avenir? Écoutez, moi je vous donne le bébé, vous êtes la génération suivante. J'ai fait ce que j'ai pu faire en tant que mère de famille. Parce que moi, j'élève mes enfants seuls depuis 2004, donc on est en 2017 maintenant. Je ne savais pas du tout que j'allais tomber dans cette marmite UBS, lanceur d'alerte, évasion fiscale. Je n'étais pas vraiment préparée à ça. Moi, je me dis, écoutez, si j'ai été capable de faire ce que j'ai fait, n'importe qui est capable de le faire. Bien évidemment, nous, ça a emporté nos vies parce qu'on est un peu pionniers. Vous voyez Julian Assange, vous voyez Snowden, vous voyez d'autres lanceurs d'alerte dans le monde qui ont... Voilà, puis certains ne sont plus là parce qu'on s'est arrangé pour les faire disparaître. Aujourd'hui, tout le monde est capable d'être lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte, c'est mettre de la lumière sur ce qui est caché. On vous a montré à quel point le secret bancaire ne protégeait pas la classe moyenne. Le secret bancaire protège les plus fortunés qui ont monté des trusts, protège les multinationales, et en plus de manière légale. Ça, on le voit avec l'affaire du LuxLeaks. Donc, réveillez-vous tous. Oui, bien évidemment, il y a de l'espoir parce qu'il y a un petit nombre qui a pris tout le monde en otage. Mais l'avantage, comme dirait Philippe Pascaud, nous sommes le nombre. Donc, il faut matraquer ces valeurs que sont l'intégrité, notamment l'intégrité des hommes et des femmes politiques, parce que c'est ça qui est au cœur du réacteur nucléaire. Tant qu'il y a ce mélange incestueux entre ces hommes politiques au service de la finance, rien ne pourra avancer. Donc il faut être vigilant et il faut parler toujours de la même chose, d'éthique, de transparence et de responsabilité. Ne pas voter, ce qu'on disait aussi cet après-midi, c'est une non-responsabilité, une irresponsabilité. Donc nous sommes le nombre, nous sommes adultes, responsables et que chacun d'entre nous doit avoir à l'esprit la citation de Pierre Rabhi disant qu'on fait tous notre part du colibri. Moi, j'ai fait la mienne, vous pouvez tous faire la vôtre aussi. Merci beaucoup Stéphanie Gibaud. Merci. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de l'Autre Direct.